L'idiot par Fyodor Dostoïevski, deuxième partie, chapitre 1. 2 jours après l'étrange aventure à laquelle avait donné lieu la soirée chez Nastasie Philippovna, soirée sur laquelle se termine la première partie de notre récit, le prince Mouchkine partit précipitamment à Moscou pour s'occuper de l'héritage qui lui était échu d'une manière si inattendue. On prétendit alors que d'autres raisons avaient pu contribuer à hâter son départ. Mais nous ne pouvons fournir que peu de détails sur ce point, comme sur sa vie à Moscou, et en général sur le temps qu'il passa hors de Pétersbourg. Il s'absenta juste une demi-année, et durant toute cette période, les personnes même qui, pour une raison ou pour une autre, s'intéressaient à lui, ne purent savoir que fort peu de choses de son existence. Il y eut bien quelques rumeurs à son sujet, mais à de rares intervalles. Elles étaient pour la plupart étranges et presque toujours contradictoires. Ceux qui se préoccupèrent le plus du prince furent certainement les Épanchines, auxquels il n'avait même pas trouvé le temps de dire adieu avant son départ. Toutefois, le général l'avait vu alors à 2 ou 3 reprises, et ils avaient eu une conversation sérieuse. Mais de ces rencontres avec lui, Épanchine n'avait pas soufflé mot à sa famille. En règle générale, pendant les premiers temps, c'est-à-dire durant tout le mois qui suivit le départ du prince, on considéra comme bienséant chez les Épanchines de ne pas parler de lui. Seule la générale, Elisabeth Prokofievna, avait déclaré tout au début qu'elle s'était cruellement trompée sur son compte. Puis, 2 ou 3 jours après, elle avait ajouté, mais cette fois, sans nommer le prince et d'une manière vague, que le trait dominant de sa vie était de se méprendre constamment sur les gens. Et enfin, une dizaine de jours plus tard, dans un moment d'emportement contre ses filles, elle avait eu en manière de conclusion lancé cette boutade. « Assez d'erreurs, il n'y en aura plus dorénavant. » Nous ne pouvons nous dispenser d'observer ici qu'une ambiance de malaise régna assez longtemps dans la maison. On sentait planer une atmosphère d'aigreur, de tension et de cachotterie. Tout le monde avait l'air maussade. Le général était affairé jour et nuit. Il faisait des marches sur des marches. On l'avait rarement vu aussi absorbé, surtout par son service. C'était à peine si les siens avaient le temps de l'apercevoir. Quant aux demoiselles Épanchines, elles se gardaient de dire tout haut ce qu'elles pensaient. Peut-être n'étaient-elles guère plus expansives entre elles. C'étaient des jeunes filles fières, hautaines et très retenues, même les unes vis-à-vis des autres. Au reste, elles se comprenaient non seulement au premier mot, mais même au premier regard, en sorte qu'une longue explication leur était souvent superflue. Une seule chose aurait pu retenir l'attention d'un observateur étranger, s'il s'en était trouvé dans cette famille. C'est quand on jugeait par quelques détails précédemment donnés. Le prince avait produit sur les Épanchines une impression toute particulière, bien qu'il ne leur eût fait qu'une seule et courte visite. Peut-être n'était-ce là qu'un simple effet de la curiosité éveillée par les singulières aventures du prince. Quoi qu'il en fût, cette impression avait persisté. Peu à peu, les bruits répandus en ville devinrent de plus en plus incertains et obscurs. On parlait bien d'un certain petit prince, personne ne pouvait préciser son nom, un pauvre d'esprit auquel un héritage énorme était échu, inopinément, et qui avait épousé une Française de passage, connue à Paris comme danseuse légère d'un établissement dit le Château des Fleurs. Mais d'autres affirmaient que cette succession revenait à un général et que l'époux de la gambilleuse parisienne était un jeune marchand russe immensément riche. On ajoutait que le jour de son mariage, ce dernier, étant ivre, avait brûlé à la flamme d'une bougie, par pur esbrouf, 700 000 roubles de titres du dernier emprunt à l'eau. Diverses circonstances coupèrent bientôt court à la diffusion de ces bruits. La bande de Rogojine, dont beaucoup de membres auraient pu fournir des renseignements, se rendit au grand complet avec son chef à Moscou.
8 jours après une orgie formidable au voile d'Ekaterinov, orgie à laquelle Anastasie Philippovna avait assisté, les rares personnes qui pouvaient s'y intéresser apprirent par des rumeurs incertaines que Nastasie Philippovna avait pris la fuite le lendemain même de cette escapade et avait disparu, mais qu'on avait retrouvé sa trace à Moscou. Le départ de Rogojine pour cette ville semblait venir à l'appui de la conjecture. D'autres indices circulèrent également sur le compte de Gabriel Ardalinovitch et Volgine, qui était assez connu dans son milieu social. Mais un événement survint qui espaça et ne tarda pas à dissiper complètement les cancans dont il était l'objet. Il tomba gravement malade et cessa de se montrer tant en société qu'à son bureau. Au bout d'un mois, il se rétablit, mais résigna ses fonctions et la société dut pourvoir à son remplacement. Il ne remit plus les pieds chez le général Epanchin, qui dut lui aussi prendre un autre secrétaire. Ses ennemis auraient pu supposer qu'il avait honte même de paraître dans la rue après tout ce qui lui était arrivé. Mais la vérité était qu'il se sentait réellement malade, et dans un état voisin de l'hypocondrie. Il était mélancolique et irritable. Barbare Dalionovna épousa Ptitsine au cours de ce même hiver. Tous leurs amis attribuèrent ce mariage au fait que Gania, ayant refusé de reprendre son travail, non seulement n'entretenait plus la famille, mais encore était tombé à sa charge. Notant entre parenthèses que, chez les Epanchin, on ne prononçait pas plus le nom de Gabriel Ardalionovitch que s'il n'était jamais allé chez eux, et même que s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, il avait tous appris, très rapidement même, un trait fort curieux à son sujet, la nuit fatale. Après la désagréable aventure qui lui était arrivée chez Nastasie Philippovna, Gania, rentré chez lui, ne s'était pas couché et avait attendu le retour du prince avec une impatience fébrile. Le prince ne revint d'Ekaterinov que sur les 6 heures du matin. Alors Gania entra dans sa chambre et posa sur la table, devant lui, le paquet roussi par le feu contenant les billets que Nastasie Philippovna lui avait donnés pendant qu'il était sans connaissance. Il le pria instamment de restituer ce cadeau à Nastasie Philippovna à la première occasion. Au moment où Gania avait pénétré dans la chambre du prince, il nourrissait des sentiments hostiles. À son égard, elle semblait désespérée. Mais après les premiers mots échangés entre eux, il resta 2 heures auprès de lui et ne cessa de pleurer pendant tout ce temps. Ils se séparèrent dans les meilleurs termes. Cette nouvelle, qui vint aux oreilles de tous les Epanchin, fut reconnue par la suite parfaitement exacte. Sans doute est-il singulier que de pareilles divulgations se propagent si rapidement. C'est ainsi que tout ce qui s'était passé chez Nastasie Philippovna fut connu dès le lendemain par les Epanchin d'une manière assez précise, même quant aux détails. En ce qui concerne les nouvelles relatives à Gabriel Ardalionovitch, on aurait pu supposer qu'elles avaient été rapportées aux Epanchin par Barbare Ardalionovna, qui s'était mise soudain à fréquenter les 3 demoiselles et n'avait pas tardé à se lier très intimement avec elles, pour la plus grande surprise d'Elisabeth Prokofievna. Mais, tout en jugeant nécessaire de se rapprocher des Epanchin, elle ne leur aurait certainement pas parlé de Gania. C'était une femme qui avait sa fierté à elle. Nonobstant qu'elle chercha à nouer des relations dans une maison d'où l'on avait presque chassé son frère. Auparavant, les demoiselles Epanchin et elle se connaissaient déjà, mais ne se voyaient guère. Mais maintenant, elle ne se montrait presque jamais dans le salon. Elle entrait par l'escalier de service, comme à la dérobée. Elisabeth Prokofievna ne lui avait jamais manifesté beaucoup de bienveillance, ni avant ni maintenant, bien qu'elle eût beaucoup d'estime pour Nina Alexandrovna, la mère de la jeune femme. Elle s'étonnait et se fâchait, attribuant la liaison de ses filles avec Barbe au caprice et à cet esprit autoritaire qui faisait qu'elles ne savaient qu'inventer pour contrarier leur mère. Barbe Ardalionovna n'en continua pas moins ses visites après comme avant son mariage. Un mois environ après le départ du prince, la générale Epanchin reçut une lettre de la vieille princesse Bielokonsky.
qui s'était rendu 2 semaines auparavant auprès de l'aînée de ses filles, mariée à Moscou. Cette lettre fit sur la générale une visible impression. Elle n'en communiqua rien à ses filles ni à Ivan Fyodorovitch, mais bien des indices permirent à son entourage de remarquer qu'elle en était restée émue et même troublée. Elle se mettait à parler à ses filles sur un ton inattendu et toujours à propos de questions extraordinaires. Elle avait envie de s'épancher, mais quelque chose semblait la retenir. Le jour où elle reçut la lettre, elle se montra caressante pour tout le monde. Elle embrassa même Aglaé et Adélaïde et leur exprima son repentir, sans qu'elles pussent comprendre exactement à propos de quoi. Elle témoigna même d'une soudaine condescendance pour Ivan Fyodorovitch qu'elle boudait depuis un mois. Bien entendu, dès le lendemain, elle fut fâchée de s'être ainsi laissée aller à un accès de sentimentalité. Et avant le dîner, elle trouva le temps de leur faire des scènes à tous. Vers le soir, l'horizon familial s'éclaircit de nouveau. Et toute une semaine, elle se montra d'assez bonne humeur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Une semaine encore se passa, au bout de laquelle arriva une seconde lettre de la princesse Bielokonsky. Cette fois, la générale se décida à parler. Elle annonça solennellement que la vieille Bielokonsky, elle ne désignait jamais autrement la princesse, lui envoyait des nouvelles très consolantes de cet original enfant du prince. La vieille s'était enquise de lui à Moscou et les résultats de son enquête avaient été des plus favorables. Le prince avait fini par venir lui-même la voir et il avait produit sur elle une impression exceptionnellement avantageuse. On peut en juger par le fait qu'elle l'a invité à aller la voir tous les jours, de 1 heure à 2, et que cette visite quotidienne ne l'a pas encore fatiguée. Elle ajouta pour conclure que sur la recommandation de la vieille, le prince était reçu dans 2 ou 3 bonnes maisons. C'est encore bien, dit-elle, qu'il ne se cloître pas chez lui et ne se montre pas honteux comme un imbécile. Les jeunes filles, en entendant ces explications, s'aperçurent incontinent que la maman leur cachait le plus important de la lettre. Peut-être avait-elle été mise au courant par Barbara Dalionovna, qui pouvait et même devait savoir beaucoup de choses grâce à son mari sur les faits et gestes du prince à Moscou. Titine, en effet, était vraisemblablement le mieux renseigné de tous. Il était toujours muet quand il s'agissait d'affaires, mais il n'avait naturellement pas de secret pour Barbara. Ce fut là un nouveau motif d'antipathie de la générale à l'égard de celle-ci. En tout cas, la glace était rompue et on put dès lors parler du prince sans se gêner. En outre, cet incident avait mis en lumière l'impression profonde et le très vif intérêt que le prince avait provoqué chez les Epanchines. La générale fut même surprise de la curiosité qu'éveillaient chez ses filles les nouvelles de Moscou. De leur côté, les jeunes filles s'étonnèrent de l'inconséquence de leur mère, qui, après avoir solennellement déclaré que le trait dominant de sa vie avait été de se méprendre sur les gens, n'en avait pas moins recommandé le prince à la sollicitude de la puissante et vieille Bielokonsky à Moscou, ce qui n'était pas une petite affaire, car la vieille aimait à faire la sourde oreille. Dès qu'un vent nouveau eut commencé à souffler, le général s'empressa de faire connaître son avis. Le prince semblait l'intéresser énormément, lui aussi. Au reste, les renseignements qu'il donna sur celui-ci ne se rapportaient qu'à sa situation matérielle. Il exposa que, dans l'intérêt du prince, il l'avait fait surveiller ainsi que son homme d'affaires, Salaskin, par 2 personnes de confiance très influentes dans leur milieu à Moscou. Tout ce que l'on avait raconté sur la dévolution de l'héritage était exact, mais au bout du compte, l'importance de la succession avait été passablement exagérée. Le patrimoine était entamé, grevé de dettes. Il y avait même des compétiteurs. En outre, malgré tout, les conseils qui lui avaient été prodigués, le prince avait traité l'affaire à la légère. Certes, le général lui souhaitait toute la chance possible, et maintenant que la glace était rompue, il était aise de pouvoir le dire en toute sincérité, car c'était un jeune homme fort méritant, bien qu'un peu timbré,
il avait fait en l'occurrence pas mal de bêtises. Ainsi, des créanciers du défunt marchand s'étaient présentés avec des titres contestables ou dénués de valeur. Quelques-uns même, voyant à qui il avait affaire, n'en avaient produit aucun. Qu'avait fait le prince, en dépit des observations de ses amis qui lui démontraient que ces gens n'avaient aucun droit. Il leur avait donné satisfaction à presque tous. Il s'était inspiré de cette seule considération que certains de ces soi-disant créanciers semblaient avoir effectivement subi un dommage. La générale fit remarquer à ce sujet que la même observation se retrouvait dans la lettre de la princesse Bielokonsky. C'était bête, très bête, mais le moyen de guérir un imbécile, ajouta-t-elle d'un ton tranchant. Cependant, sa physionomie laissait voir que la manière d'agir de cet imbécile était loin de lui déplaire. En fin de compte, le général constata que son épouse portait au prince l'intérêt qu'elle aurait témoigné à son propre fils et qu'elle était aux petits soins pour Aglaé, sur quoi il se cantonna pendant quelque temps dans une attitude d'homme d'affaires. Mais ces bonnes dispositions furent de courte durée. Un nouveau et brusque revirement survint au bout de 2 semaines. La générale redevint maussade et le général, après avoir haussé les épaules à diverses reprises, retomba dans un silence glacial. La vérité est qu'il avait reçu 15 jours auparavant un avis confidentiel annonçant laconiquement et en termes assez confus, mais de sources dignes de foi, que Nastasie Philippovna, après avoir été perdue de vue à Moscou, y avait été retrouvée par Rogojine. Elle avait de nouveau disparu et il l'avait encore une fois découverte. Enfin, elle lui avait presque donné sa parole qu'elle l'épouserait. Et voici que 2 semaines plus tard, son Excellence apprenait que Nastasie Philippovna s'était enfuie pour la 3e fois, presque au moment de la cérémonie nuptiale. Cette fois, elle avait cherché refuge en province. Or, le prince Mouchkine avait disparu de Moscou sur ses entrefaites, laissant toutes ses affaires à la charge de Salaskine. Était-il parti avec elle ou s'était-il lancé à sa poursuite? On ne savait. Mais le général en conclut qu'il y avait anguille sous roche. Elisabeth Prokofievna reçut également de son côté de nouvelles fâcheuses. Finalement, 2 mois après le départ du prince, on perdit complètement sa trace à Pétersbourg, et les Épanchines ne rompirent plus la glace du silence à propos de lui. Bardalionovna n'en continua pas moins à fréquenter les jeunes filles. Pour en finir avec tous ces bruits et avec ces rumeurs, ajoutant que le printemps vit beaucoup de changements chez les Épanchines, en sorte qu'il leur eût été difficile de ne pas oublier le prince, lequel ne donna d'ailleurs pas signe de vie, peut-être intentionnellement. Dans le courant de l'hiver précédent, on avait formé le projet de passer l'été à l'étranger. Il ne s'agissait bien entendu que d'Elisabeth Prokofievna et de Sophie, le général n'ayant pas de temps à perdre en vaines distractions. La décision avait été prise sur les instances opiniâtres des jeunes filles qui s'étaient mis en tête que leurs parents ne voulaient pas les mener à l'étranger par crainte de manquer les parties à l'affût desquelles ils étaient. On peut aussi supposer que les époux Épanchine avaient fini par se rendre compte que des soupirants peuvent aussi se trouver hors du pays et qu'un voyage d'été, loin de gâter les choses, pourrait au contraire les arranger. Ajoutant à ce propos que le projet de marier l'aîné avec Athanas Ivanovitch avait été abandonné avant même d'avoir pris une forme concrète. Cela s'était fait tout naturellement, sans longue discussion ni dissentiment dans la famille. Aussitôt, après le départ du prince, on avait cessé d'en parler d'une part comme de l'autre. Cet événement contribua dans une certaine mesure à alourdir l'atmosphère de malaise qui régnait chez les Épanchines. Encore que la générale eût déclaré qu'elle en était enchantée et qu'elle se signait des 2 mains, en y pensant. Le général, tout en reconnaissant les torts dont sa femme lui faisait griffe, n'en marqua pas moins pendant quelque temps sa mauvaise humeur. Il regrettait Athanas Ivanovitch, un homme si riche et si adroit. Bientôt après, il apprit que ce dernier s'était épris d'une Française de passage qui appartenait à la plus haute société. C'était une marquise du clan légitimiste. Le mariage était décidé et Athanas Ivanovitch devait se rendre d'abord à Paris, puis dans quelques coins en Bretagne. Allons, décida le général, marié à une Française, c'est un homme perdu.
Les Épantines préparaient leur voyage d'été. Un incident survint brusquement qui de nouveau bouleversa tout et fit ajourner le voyage pour la plus grande satisfaction du général et de sa femme. Cet incident, ce fut l'arrivée à Pétersbourg d'un gentilhomme moscovite, le prince Ch, homme connu et de la façon la plus honorable. Il était de ces gens de formation récente, actifs, honnêtes, modestes, qui désirent sincèrement et consciencieusement se rendre utiles, travaillent sans cesse et se distinguent par leur rare et heureuse aptitude à toujours trouver l'emploi de leur activité. À l'écart de la vaine agitation des partis, sans ostentation ni prétention à jouer un rôle de premier plan, le prince avait néanmoins parfaitement compris le sens des transformations de l'époque actuelle. Il avait d'abord été fonctionnaire de l'État, puis s'était consacré aux États provinciaux. Outre cela, il collaborait comme membre correspondant aux travaux de plusieurs sociétés savantes russes, avec le concours d'un ingénieur de sa connaissance. Il avait fait améliorer, à la suite d'études et d'investigations spéciales, le tracé d'une de nos plus importantes voies ferrées. Il était âgé de 35 ans. Appartenant à la meilleure société, il possédait, selon l'expression du général, une jolie fortune, solide et bien assise. Le général en savait quelque chose, car il avait fait sa connaissance chez le comte, son chef hiérarchique, à l'occasion d'une affaire assez importante. Mu par une curiosité particulière, le prince ne se refusait jamais à entrer en relation avec les hommes d'affaires russes. Les circonstances voulurent qu'il fût aussi présenté à la famille du général. Adélaïde Ivanovna, la puînée des trois sœurs, produisit sur lui une assez vive impression. À l'entrée du printemps, il formula sa demande en mariage. Il avait beaucoup plu à Adélaïde ainsi qu'à Elisabeth Prokofievna. Le général fut enchanté de ce parti. Le voyage projeté fut naturellement ajourné et on décida de célébrer le mariage au cours de la maison. Cependant, le voyage aurait bien pu avoir lieu vers le milieu ou la fin de l'été et ne-t-il duré qu'un mois ou deux. Il aurait apporté à Elisabeth Prokofievna et à ses deux autres filles une diversion au chagrin que leur causait le départ d'Adélaïde. Mais un nouvel incident surgit vers la fin du printemps. Le mariage avait un peu traîné et on l'avait différé jusqu'au milieu de l'été. Le prince présenta aux Épantines un de ses parents éloignés, un certain Eugène Pavlovitch, avec lequel il était assez intime. C'était un jeune aide de camp d'environ 28 ans. Très beau garçon, de souche aristocratique, spirituel, brillant, très cultivé, ouvert aux idées nouvelles et détenteur d'une prodigieuse fortune. Sur ce dernier point, le général se montrait toujours circonspect. Aussi prit-il des renseignements sur le but desquels il conclut. La chose paraît exacte, mais demande encore à être vérifiée. Ce jeune aide de camp, appelé à un brillant avenir, vit son prestige rehaussé par les références que donna sur lui de Moscou la vieille Bielokonski. Il n'y avait qu'une ombre au tableau, ses liaisons et les conquêtes qu'il avait faites. Assurait-on pour le malheur de quelques cœurs sensibles. Quand il eut vu Aglaé, il se mit à fréquenter très assidûment la maison des Épantines. À vrai dire, cette assiduité ne donna lieu ni à une explication, ni même à une allusion. Mais les parents n'en eurent pas moins l'impression qu'il n'y avait pas lieu de penser à un voyage à l'étranger cet été-là. Peut-être bien qu'Aglaé, elle, était d'un autre avis. Ceci se passait à la veille de la rentrée enceinte de notre héros. À en juger par les dehors, on avait alors eu le temps d'oublier complètement le pauvre prince Mouichkine à Pétersbourg. S'il était réapparu à ce moment au milieu de ses connaissances, il aurait eu l'air de tomber du ciel. Nous devons consigner encore un fait avant de clore cette introduction. Après le départ du prince Kolya Ivolgine continua d'abord à vivre comme par le passé. Allant au collège, fréquentant son ami Hippolyte, veillant sur son père et aidant Barbe dans le ménage, c'est-à-dire faisant ses commissions. Mais les locataires s'étaient dispersés rapidement. Ferdishenko avait déménagé 3 jours après la scène chez Nastasie Philippovna. On l'avait bientôt perdu de vue et on n'entendait guère parler de lui. On disait seulement, mais sans l'affirmer,
qu'ils s'enivraient quelque part. Avec le prince était parti le dernier pensionnaire. Plus tard, lorsque Barbe se maria, Nina Alexandrovna et Gania allèrent demeurer avec elle sous le toit de Ptitsine dans le quartier du régiment Ismaïlovski. Quant au général Ivolgin, il lui arriva vers la même époque une aventure tout à fait imprévue. On l'enferma à la prison pour dette. L'incarcération avait eu lieu à la requête de son amie, la veuve du capitaine, à laquelle il avait souscrit, à différents termes, pour 2000 roubles de billets. Ce fut pour le général une vraie surprise et le malheureux fut positivement la victime de sa confiance illimitée dans la noblesse du cœur humain. Ayant pris la tranquillisante habitude de signer des lettres de change et des billets, il n'avait pas imaginé qu'il puisse jamais tirer à conséquence et penser que les choses en resteraient toujours là. Mais l'événement le détrompa. Ayez confiance après cela dans les gens et reposez-vous noblement sur eux, s'exclamait-il avec douleur tandis qu'il vidait une bouteille de vin en compagnie de ses nouvelles connaissances, les pensionnaires de la maison Tarasov, auxquels il racontait des anecdotes sur le siège de Kar, ainsi que l'histoire du soldat ressuscité. Il s'adaptait d'ailleurs parfaitement à son nouveau régime. Ptitsine et Barbe déclarèrent que c'était là la place qui lui convenait, manière de voir que Gania confirma. Seule la pauvre Nina Alexandrovna pleurait en cachette, ce qui étonnait sa famille. Et bien que toujours malade, elle allait aussi souvent que possible voir son mari dans ce quartier éloigné. Depuis cet événement qu'il appelait l'accident du général, et depuis le mariage de sa sœur, Kolya s'était presque tout à fait émancipé. Au point de rentrer rarement couché à la maison, le bruit courait qu'il s'était fait beaucoup de nouvelles connaissances. En outre, on le voyait constamment à la maison d'arrêt. Nina Alexandrovna ne pouvait se passer de lui quand elle y allait. Chez lui, on n'avait même plus la curiosité de le questionner. Barbe, qui naguère le tenait si serré, ne l'interrogeait plus maintenant sur ses absences. À la grande surprise de la famille, Gania, en dépit de son hypocondrie, causait avec lui et lui montrait parfois de l'affection, chose qui ne s'était encore jamais vue. Il avait 27 ans et son frère 15. Jusque-là, il n'avait témoigné à ce dernier aucune sollicitude. Au contraire, il le traitait grossièrement, exigeait de tout le monde la sévérité à son égard et menaçait à tout bout de champ de lui, tirait les oreilles, ce qui mettait le petit hors de lui. On avait maintenant l'impression que Kolya était parfois indispensable à son frère. De son côté, il avait été frappé de voir celui-ci rendre l'argent à Anastasie Philippovna et était prêt, pour cette raison, à lui pardonner bien de choses. 3 mois environ après le départ du prince, la famille Volgin apprit que Kolya avait subitement fait la connaissance des Epanchines et qui trouvait chez eux le meilleur accueil des jeunes filles. Barbe sut très vite la nouvelle, quoique Kolya se fût présenté de lui-même et n'eût pas eu recours à son entremise. On le prit peu à peu en affection chez les Epanchines. La générale, qui avait commencé par lui montrer de la mauvaise humeur, ne tarda pas à devenir affable quand elle se fut rendu compte qu'il était sincère et n'aimait pas flatter, qu'il n'aima point flatter. C'était la vérité même. Il avait su se placer chez les Epanchines sur un pied de parfaite égalité et d'indépendance. S'il lisait quelquefois les livres et des journaux à la générale, c'est parce qu'il était naturellement obligeant. À 2 reprises cependant, au cours d'une vive dispute avec Elisabeth Prokofievna, il lui déclara qu'elle était despotique et qu'il ne mettrait plus les pieds chez elle. La première de ces disputes fut provoquée par la question féminine. La seconde éclata au sujet de la saison la plus favorable pour attraper les serins. Si invraisemblable que la chose puisse paraître, la générale lui envoya le surlendemain un domestique porteur d'un billet dans lequel elle le priait de ne pas manquer de revenir. Kolya ne s'en tâta point et réapparut sur le champ. Seul Aglaé n'était pas très bien disposé à son égard. On ne sait pourquoi. Il le traitait de haut en bas. Cependant, il était écrit qu'il lui causerait une surprise. Un jour, c'était pendant la semaine sainte, Kolya profita des moments où il était seul pour lui tendre une lettre qu'on lui avait dit de ne remettre qu'en main propre. Aglaé jeta un regard menaçant à cet impudent gamin, mais Kolya sortit sans en attendre davantage. Elle déplia la lettre et lut
Vous m'avez un jour honoré de votre confiance. Peut-être m'avez-vous complètement oublié maintenant. Comment ai-je pu me décider à vous écrire? Je ne sais. Mais j'ai ressenti un désir irrésistible de me rappeler à vous, spécialement à vous. Maintes fois, vous et vos sœurs m'auriez été très utiles, mais de vous trois, je voyais que vous par la pensée. Vous m'êtes nécessaire, très nécessaire. Je n'ai rien à vous demander ni à vous raconter en ce qui me concerne. Ce ne serait d'ailleurs pas ce qui me ferait vous écrire. Mais mon plus vif désir serait de vous savoir heureuse. Êtes-vous heureuse? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Votre cousin, Prince L. Myshkin. Après avoir lu cette courte et assez incohérente missive, Aglaé rougit brusquement et resta pensive. Il ne serait malaisé de suivre le cours de ses pensées. Elle se posa, entre autres, cette question: montrerai-je cette lettre à quelqu'un? Finalement, elle jeta la lettre dans le tiroir de sa table, tandis qu'un sourire énigmatique et moqueur plissait ses lèvres. Le lendemain, elle reprit la lettre et la glissa dans un gros livre à rayures épaisses. C'était toujours ainsi qu'elle faisait pour les papiers qu'elle désirait retrouver rapidement. Une semaine se passa avant qu'elle s'avisât de regarder le titre de l'ouvrage. C'était Don Quichotte de la Manche. On ne sait trop pourquoi ce titre la fit éclater de rire. On ne sait pas davantage si elle montra la lettre à l'une ou à l'autre de ses sœurs. Mais quand elle eut relu, une question lui traversa l'esprit. Se pouvait-il que le prince eût choisi cet impertinent et outrecuidant gamin comme correspondant, et peut-être comme unique correspondant? Elle interrogea là-dessus Kolya, tout en le prenant de très haut, mais le gamin, si susceptible habituellement, ne prêta aucune attention à son air de mépris. Il expliqua brièvement et assez sèchement et offert ses services au prince avant que celui-ci quittât Pétersbourg, mais que c'était à la fois la première commission dont il avait été chargé et la première lettre qu'il en recevait. À l'appui de ce dire, il montra la lettre que le prince lui avait adressée. Personnellement, Aglaé n'eut aucun scrupule à lire cette lettre qui était ainsi conçue. Cher Kolya, soyez assez bon pour remettre le billet cacheté ci inclus à Aglaé Ivanovna. Portez-vous bien. Affectueusement, votre le prince L. Myshkin. C'est tout de même ridicule de faire tant de confiance à un barré mioche, dit Aglaé sur un ton de dépit en rendant la lettre à Kolya. Puis elle s'éloigna, l'air méprisant. C'était plus que n'en pouvait supporter Kolya, qui, pour la circonstance, avait emprunté à Gagna sans lui en donner la raison son foulard vert tout neuf. Elle sentit cruellement cet affront.